La planète vin a longtemps été la chasse gardée des hommes. Alors que la culture viticole est plus que millénaire, il aura fallu attendre le 18e siècle pour que des femmes prennent la tête d'entreprises vinicoles. Aujourd'hui, on retrouve des femmes dans toutes les sphères d'activité reliées au vin. On célèbre aujourd'hui la Journée internationale des femmes et le mois de mars nous est tout désigné pour vous présenter des Québécoises qui évoluent avec panache dans le monde viticole. D'abord, Véronique Rivet. Véronique fait partie des sommeliers les plus respectés sur les scènes nationales et internationales. Elle a remporté le titre de meilleure sommelier du Canada en 2006 et en 2012, a été nommée femme du vin en 2007 à Paris et a décroché le titre du meilleur sommelier des Amériques en 2012. En mars 2013, elle a marqué l'histoire en prenant la 2e place du prestigieux concours ASI du meilleur sommelier du monde qui se déroulait à Tokyo, au Japon. Elle est ainsi devenue la première femme à monter sur le podium de cette compétition de haut niveau qui, jusque-là, était une chasse gardée masculine. Ève Rainville est copropriétaire du vignoble Domaine Bergeville près de North Hatley, en Estrie. Elle et son conjoint, Marc Théberge, 2 scientifiques de formation, ont façonné leur rêve de viticulture durant plusieurs années avant de se lancer dans l'aventure. Depuis 2008, ils produisent exclusivement des vins mousseux pour le plus grand bonheur des amateurs de vin d'ici. Mon nom est Anne Levy-Étienne. J'ai le plaisir d'animer cette rencontre avec ces femmes extraordinaires que nous avons le plaisir de vous faire découvrir ou de vous faire connaître davantage. Vous écoutez Sous le bouchon, épisode 27, Les femmes et le vin. Bonjour, mesdames! Bonjour! Bonjour! Hey, je suis très, très heureuse et honorée de vous présenter comme ceci parce que vous êtes des femmes, oui, différentes, au parcours différent. Et justement, je vais commencer par Véronique. Est-ce que tu peux nous raconter, nous relater ton parcours? Ma foi, j'ai nommé ton CV, mais j'aimerais ça t'entendre parler de ton parcours. Je dis toujours en rigolant, on a combien d'heures? C'est quelque chose qui s'est tracé de façon naturelle à la rencontre de différentes expériences, de différentes personnes. Je me suis jamais réveillée un matin en disant je veux devenir sommelière. J'ai probablement pas su pendant très longtemps c'était quoi une sommelière. Mais j'ai commencé à travailler en restaurant, un premier job d'étudiante à l'âge de 16 ans. Et je suis complètement tombée en amour avec l'industrie de la restauration. Et donc, depuis ce temps-là, j'y ai toujours travaillé. Au début, c'était en poursuivant d'autres études, jusqu'à ce que je réalise, en fait, que ce que j'étudiais m'intéressait moins que mon job d'étudiant. Et puis voilà, donc j'ai continué, j'ai évolué. J'ai passé à un moment donné, je suis partie pour des études en France. J'ai passé 7 ans en Alsace. Là, je suis vraiment tombée dedans. J'ai travaillé pour un vigneron. Et donc, continuer toujours dans la restauration, puis dans ce fabuleux monde des concours qui était pour moi une façon de continuer à me forcer à rester à jour. C'était aussi une fabuleuse façon de rencontrer des gens qui exercent le même métier puis qui partagent la même passion un peu partout à travers le monde. Donc voilà, puis aujourd'hui, retour à la case zéro. Je suis toujours propriétaire. Maintenant, c'est mon restaurant. Mais c'est ça, je continue à pratiquer la sommellerie. Je dis souvent qu'en fait, mon travail, c'est de boire du vin, d'en parler, que ce soit avec des clients en restauration, que ce soit des échanges avec des vignerons qui viennent nourrir notre travail, des échanges avec des sommeliers. C'est le vin et puis mais tous les gens qui tournent autour. C'est vraiment la base de ma passion. Et pour nos chers auditeurs, je dois vous partager que j'ai eu la chance extraordinaire de boire littéralement les paroles de Véronique. Donc, tout ce que tu dis, c'est très, très vrai. Et donc, Ève, je me tourne à toi. Qu'est-ce qui t'a amené à te plonger dans l'élaboration des vins effervescents? Bien, en fait, au départ, c'est un projet de couple, hein, le projet de notre vignoble. Marc et moi, on se connaît depuis très longtemps. Puis, il a longtemps hésité à devenir cuisinier, mais finalement, son petit côté ingénieur a pris le dessus. Puis, quand on commençait à sortir ensemble, ben, il m'amenait dans des restaurants,
il me faisait découvrir la bonne bouffe, tranquillement le vin. Et c'est vraiment comme ça qu'il m'a gagné, je dois dire. Oh! Et ensuite, sa famille faisait du vin maison. Sa famille achetait du raisin au marché Jean Talon et l'automne se rassemblait pour faire du vin. Ça fait penser à mon beau-père, qui est italien et qui fait son propre vin. Oui, c'est Donc, ça. Les voisins de l'oncle de Marc qui était justement italien. Et donc, j'ai été invitée à participer à cette activité familiale-là. Puis, c'est quand même quelque chose de super intéressant. Mais à chaque année, on voulait faire des vins extraordinaires, puis ça finissait toujours par être très ordinaire. Et à un moment donné, on s'est rendu compte que le problème, c'était la matière première. C'était le raisin qui n'était pas à nos standards. Et tant qu'on n'allait pas contrôler la qualité du raisin, ben le vin, qui est le produit de la transformation du jus de raisin en alcool, ne serait pas à la hauteur de nos attentes. Donc, tout ça pour dire que quelques années plus tard, je lis un livre de Wealthy Barber qui donne des idées pour une retraite confortable. Et une des suggestions dans ce livre, c'est de mettre de l'argent de côté pour notre retraite, mais à raison d'un certain pourcentage de notre revenu dès qu'on commence à faire de l'argent. Et je propose donc à Marc, on est étudiant en ce moment-là, « Hey, faudrait s'y mettre, là. Notre retraite, là, c'est dans 40 ans. » Et puis, il a vraiment pas aimé mon idée au départ, jusqu'à ce que je lui propose que cet argent qu'on allait mettre de côté servirait à notre projet de vignoble. Donc, servirait à un jour partir un vignoble pour produire le raisin qu'on voulait pour avoir du bon vin. Et là, il a embarqué 100% dans le projet. Et c'est comme ça que finalement, l'idée est née. Et éventuellement, ben, on a abouti en Estrie avec un vignoble où on fait de la bulle. Mais c'est extraordinaire de passer de scientifique à viticulteur. Effectivement. Donc, Marc est ingénieur, moi, je suis mathématicienne de formation. On s'entend que... Et là là! Ben, j'ai fait une maîtrise en statistique, donc, mais quand même, j'adore les chiffres. Et je dois avouer que ces carrières-là, qui sont très payantes, on s'entend, nous ont permis de faire aboutir notre projet de vignoble. On l'a financé, on s'est auto-financé en ayant des carrières très intéressantes qui nous ont amenés un peu partout dans le monde. Mais là, on est content d'avoir la chance de s'ancrer en quelque part puis d'y rester jusqu'à la fin de notre vie, là, probablement. Plan de retraite. Oui, c'est ça, exactement. Écoutez, mesdames, je dois être super franche avec vous parce que, tu sais, c'est la journée de la femme. On parle encore du féminisme contemporain. Est-ce que, selon vous, c'est toujours pertinent de parler de la place des femmes dans le monde du vin en 2024? Oui, définitivement, c'est encore pertinent. Je veux dire, on a déjà fait des pas de géants, mais il y a encore beaucoup d'inégalités, que ce soit dans le monde du vin comme dans beaucoup d'autres industries, hein, un peu partout dans le monde. Ça change beaucoup. Je crois qu'il y a des questions culturelles qui sont liées à ça et ça change beaucoup d'un pays à l'autre. Je dois avouer qu'au Québec, on est assez bien placé. Hein. Je suis d'accord avec toi, Véronique. Ça fait longtemps qu'on voit tout autant, sinon plus, de femmes dans les cours de sommellerie. On voit des femmes qui travaillent dans les agences de vin, à la SAQ, il y a plein de super conseillères en vin, puis chez les vignerons, autant dans la viticulture et puis dans les vinifications, pas seulement... Ce n'est plus seulement souvent la place de la femme dans un domaine, c'était l'accueil des clients ou l'administration. Où on les voit de plus en plus prendre leur place vraiment dans toutes les sphères de l'industrie. Et comme dit au Québec, je pense qu'on est choyé à ce niveau-là, mais oui, il y a définitivement, c'est toujours pertinent d'en parler. Puis Ève, est-ce que dans le monde de la viticulture, est-ce que tu as l'impression que c'est encore un monde d'hommes? Ben, en fait, je dirais... Un monde d'hommes, c'est... Ouais, hein. C'est sûr que, historiquement, comme Véronique le dit, surtout dans les vieux pays, oui, la place de la femme dans la vigne était plutôt en marge. Mais j'ai vraiment réalisé qu'au Québec, on est choyé. On est dans une situation choyée quand j'ai une stagiaire de Champagne qui est venue travailler chez nous et qui m'a fait remarquer comment il y avait une ouverture extraordinaire pour la femme dans le champ. Notre équipe était à peu près 50% filles, 50% gars à ce moment-là. Puis elle était tellement heureuse de pouvoir voir d'autres femmes
avec qui elle travaillait. Et c'est là que j'ai compris que, ouais, effectivement, j'avais pris pour acquis que c'était comme ça partout, mais ce n'est pas le cas. Donc, je suis très choyée de vivre ici. Ah, ben justement, on parle d'être si choyé de vivre ici. Est-ce que le terreau est plus favorable pour les femmes dans le milieu de la sommellerie au Québec? Donc, c'est ce que vous me dites, toutes les deux? Oui, oui, définitivement, on fait partie de ces endroits dans le monde où c'est peut-être plus facile, où il y a plus d'opportunités, ou comme Ève, moi, je l'ai pas vraiment réalisé. J'ai pas vraiment senti. Il y avait toujours des petites choses. À une époque où je travaillais dans la vente au détail, je me rappelle, c'était souvent des hommes d'un certain âge qui préféraient demander conseil à des gars qui connaissaient rien plutôt qu'à une fille qui connaissait quelque chose. Et ce genre de choses-là, mais bon, rien qui m'avait vraiment frappé jusqu'à temps que je commence à évoluer beaucoup à l'international. Quand j'ai fait le concours du meilleur sommelier du monde à Tokyo, je raconte souvent aux gens, j'ai la soirée de gala quand ils ont remis les prix. J'ai pas touché une bouchée, j'ai pas mangé une bouchée avant minuit parce qu'il y avait en permanence une lignée de femmes qui faisaient la queue pour me parler parce que pour elles, c'était presque une révélation de voir à quel point une femme pouvait aller loin dans ce milieu-là, quelque chose qui semblait beaucoup plus difficile chez elles. Donc, mais oui, on est vraiment choyé au Québec par rapport à d'autres marchés où c'est encore beaucoup plus rétrograde et toujours difficile pour les femmes de prendre leur place. Ben, écoute, Véronique, je sais que tu as vraiment contribué à ouvrir le chemin de la sommellerie au féminin. D'ailleurs, Philippe Forbrac, meilleur sommelier du monde en 1992 et aujourd'hui président de l'Union de la sommellerie française, t'a nommé parmi les top sommeliers canadiennes aux côtés d'Élise Lambert et de Véronique Rivet. C'est vraiment pas rien. Puis je me dis, comment, à ta manière, t'as fait pour ouvrir ce chemin-là à d'autres femmes au niveau international? Ben, je crois que c'est tout simplement en fonçant. Quand on veut, on n'a pas le choix, hein, si on veut abattre des murs, faire tomber des plafonds de verre, ben, il faut foncer, quoi. Je suis d'accord. Ouais. Mais l'importance aussi d'avoir du soutien autour de nous, tu sais, et puis chaque petite bataille apporte tellement de satisfaction. Comme on est encore très peu dans le concours du meilleur sommelier du monde, on parle d'à peu près 70 candidats. Le plus de femmes que j'ai vues, donc ça c'est un candidat par pays, le plus de femmes que j'ai vues, je crois que c'était 7 ou 8 femmes sur 70 candidats. Par contre, en demi-finale, la proportion change énormément. Hein? Moi, je me rappelle d'un concours meilleur sommelier du monde où on était 7 sur 70 pour commencer. Par contre, en demi-finale, on était 4 sur 12. Et donc, la proportion des... J'ai une théorie un peu, je ne sais pas si c'est vrai, mais parce que justement, on doit peut-être travailler plus fort, se battre un peu plus. Donc, les femmes qui sont rendues à ce niveau-là, sont vraiment, excusez-moi l'anglicisme, là, mais au top de leur game. Là, et c'est des battantes, donc elles vont loin. Bien, je pense que les femmes, du plus loin qu'on se souvienne, ont toujours été des battantes. Puis, tu sais, heureusement, là, les temps ont beaucoup changé, mais savez-vous que, je m'adresse à vous, mesdames, que la seule possibilité pour une femme à l'époque de diriger une maison de champagne était lorsque son mari à la tête d'une entreprise mourait? Est-ce que vous le saviez, ça? On le savait, mais on n'était pas nécessairement très excités à cette idée-là. Fébrile? Oui, c'est ça. Parce que je sais qu'entre autres, je pense que c'est la maison Veuve Clicquot, entre autres, qui a repris le relais de son mari, Philippe Clicquot, à 27 ans à la suite de son décès. Ça, c'était en 1805. Puis elle nous a laissé tout un héritage, je vous dirais, les mesdames. Mais qu'est-ce que vous en pensez de cette évolution, justement, comment les femmes ont repris le pouvoir, au moins de leur propre pouvoir dans le monde du vin? Comment dire? Je suis inspirée. Je dois dire que je suis inspirée par ces dames et c'est bon d'avoir des exemples dans l'histoire pour la suite, hein, pour la relève, pour les gens, pour les jeunes. Donc, des exemples que, oui, c'est possible de faire changer les choses quand on est malheureusement dans un carcan très serré. Et on doit définitivement utiliser ces exemples-là pour aller plus loin maintenant. Je vais vous mentionner rapidement là, le contexte réglementaire dans lequel on est au Québec pour produire du vin. Quand on est artisan vigneron, c'est énormément d'obstacles, de règles qui datent de la prohibition.
Et il faut penser plus loin que ces règles-là. Puis je pense que des femmes qui ont réussi dans le passé à prendre leur place dans un milieu qui était traditionnellement masculin, c'est une source d'inspiration pour les femmes québécoises, les vigneronnes, mais aussi les hommes, là, pour tout le monde du vin au Québec. C'est si beau, c'est si bien dit, mon Dieu. Mais juste... Oui, tu ajouterais? Pardon, si je peux me permettre, je renchérirais là-dessus. Quand Ève dit que c'est des inspirations, parce que souvent, ces femmes-là, justement, qui étaient des cas rares, elles n'ont pas seulement l'exemple des femmes en Champagne, des nombreuses veuves elles n'ont pas juste fait reprendre le domaine. Dans de nombreux cas, elles l'ont beaucoup fait évoluer. Elles ont développé des nouveaux marchés, elles ont développé de la nouvelle technologie. Elles ont vraiment été des pionnières puis des leaders remarquables. Donc, encore une fois, comme je disais pour les concours de sommellerie, on dirait qu'elles sont moins, on en a moins d'exemples, mais par contre, ceux qu'on a sont drôlement inspirants. Donc, c'est des exemples forts. Très forts. Exactement. Ouais. Comme Ludivine Griveau, qui est devenue justement en 2015 la première régisseuse du domaine des hospices de Beaune en Bourgogne. Région même dans laquelle, mesdames, 20 ans auparavant, des pancartes indiquaient « interdit » aux dames dans certains chais. Est-ce que c'est vrai que des femmes ne pouvaient pas s'approcher des chais? Oui. Quand on avait nos règles, malheureusement, on faisait tourner le vin. Oh mon Dieu, si on s'approchait d'une queue ou d'un fût. Je suis tellement fâchée. Véronique, est-ce que ça t'est déjà arrivé? Heureusement, ça m'est jamais arrivé, mais je pense qu'ils auraient passé un mauvais quart d'heure. S'ils avaient essayé. Mais c'est vrai, puis il n'y a pas besoin d'aller en Bourgogne dans les chais. Il n'y a qu'à regarder chez nous au Québec, pensez à l'exemple des tavernes. Elles étaient aussi interdites aux femmes pendant très longtemps. Donc, comme si l'alcool n'était qu'un monde d'hommes. Dieu merci, ça a beaucoup changé. Oh, mais je suis curieuse, est-ce que vous avez déjà vécu des situations semblables lors de vos visites à l'étranger, des trucs qu'on vous interdisait l'accès à quelque chose parce que vous étiez une femme, dans le monde vinicole, bien sûr? Pas dans mon cas, je dois avouer, mais ça fait quand même quelques années que j'ai pas eu la chance de voyager. Depuis que je suis vigneronne, je suis plutôt tout le temps au vignoble. Mais peut-être que Véronique a quelques expériences à raconter. Ben là aussi, j'ai toujours été assez chanceuse, ou en tout cas, des fois aussi, mais j'ai pas subi d'événements traumatisants. On a peut-être tendance aussi à les oublier, peut-être ce genre de choses-là, juste naturellement, justement, pour continuer à évoluer, on ne porte pas attention, puis on continue son chemin. Mais une collègue, puis une très bonne amie, Nadia Fournier, qui a pris la relève du vin, qui avait été démarré par le très connu Michel Faneuf, elle me racontait plusieurs fois quand elle se promenait dans les vignobles, beaucoup en Europe, encore une fois, beaucoup dans les pays du Vieux-Monde, en compagnie de Michel, puis elle était auteure du guide au même titre que lui, c'était vraiment une collaboration. Souvent, on lui tendait même pas un verre de vin pour déguster, on pensait que c'était l'assistante de monsieur. Ça n'a aucun bon sens. La France peut être encore très, très macho. Puis ça aussi, c'est pas toujours... On pense des fois que c'est dans des pays moins développés ou... on a un peu des préjugés par rapport à qui... il y a du machisme encore beaucoup, puis pas toujours, souvent plus là où on pense qu'il y en a moins. Ève, comme votre couple, vous êtes tous les deux, je pense, à part égale, là, aux commandes de votre vignoble, votre projet commun. C'est une histoire de passion commune. J'aimerais ça avoir comme la dynamique. Comment ça fonctionne, vous deux, dans le vignoble? Oh là là! Au départ, le domaine Bergeville, c'est vraiment, comme je disais, un projet de couple. Mon nom de famille, c'est Rainville, celui de Marc, Théberge. Donc, on a pris une partie de chacun de nos noms de famille, on a mis ça ensemble. C'est devenu le vignoble, le domaine Bergeville. Et c'est vraiment un projet qui est né d'un rêve de couple et qui pourrait pas continuer comme il est présentement sans que Marc et moi, on soit là. On se complète très bien tous les deux. On est très, très différents. Moi, j'ai souvent tendance à dire que je suis la personne qui est derrière, qui s'assure que tout fonctionne, tout suit, que la machine suit. Marc, c'est comme un peu la locomotive. Lui, il part en fou, là, puis là, mais
la Qui locomotive est se organisé? perd. Ah, c'est moi. Ah! C'est ça, la locomotive, elle pourrait se perdre. Ça savait pas exactement. Si on s'assurait pas que les rails étaient installés dans une telle direction. Donc, c'est ça, il faut être organisé, il faut être coordonné. Puis, bon, c'est sûr que d'être un couple, ça facilite ça parce que des fois, le soir, en soupant, on se dit des petits trucs qu'on n'aurait pas pensé se dire durant le jour si on travaillait ensemble mais qu'on vivait pas ensemble. Ça a quand même, je dois dire, ses désavantages parce que c'est très, très difficile de décrocher de la job, là, si on peut dire, d'avoir des moments à nous puis de se retrouver. Donc ça, c'est notre gros défi à Marc et moi de se détacher du projet du vignoble puis d'avoir une vie personnelle qui a du sens. Donc, je vais être franche, là, c'est vraiment notre gros défi. Mais je pense qu'à deux, on a parti quelque chose, on a mis quelque chose sur pied qui a un potentiel énorme d'aller beaucoup plus loin que ce qu'on avait à la base pensé, un vignoble familial qui fait de la bulle au Québec. Donc, c'est important de réaliser qu'un vignoble, c'est plus qu'une personne, que ce soit un homme ou une femme. C'est le résultat d'un travail d'équipe. Et tant mieux s'il y a des hommes et des femmes, tant mieux si on réussit à aller chercher l'expertise, les compétences et la façon de travailler de différentes personnes, parce qu'ensemble, on va aller beaucoup plus loin que si on est tout seul. Puis, j'aime vraiment que votre étiquette, ça soit Bergeville. C'est vrai. Mais c'est vraiment un projet de couple. Je ne pourrais pas voir un autre nom que ça, parce que ça représente tellement bien le fait que c'est un rêve qui est né. C'était à deux ce rêve-là, c'est ça, on se connaît tellement depuis longtemps. On se connaît depuis 1988. Là, donc mon Dieu! T'étais même pas né, probablement. Donc, Marc et moi, on s'est rencontrés à un moment dans notre vie, puis on a continué à évoluer ensemble. Donc, on s'est façonnés l'un à l'autre. Puis le projet, c'est comme c'est un résultat de ce côtoiement. C'est un autre de nos enfants, en fait. Là. On a deux enfants, deux vrais enfants, mais le projet, c'est un troisième. Puis il est à notre image. Donc, Bergeville, c'est ça. C'est Ève et Marc. Mais ça, c'est quelque chose d'assez rare, hein? Puis c'est complètement louable. Puis comme dit Anne Lovely, c'est le fun de voir Bergeville, que ce soit les deux noms ensemble. Dans toutes les communications du domaine, si vous allez sur leur site web, vous allez toujours voir Marc et Ève, puis toute leur équipe aussi. Tu sais, comme elle dit, c'est vraiment une histoire de famille élargie. Mais moi, je trouve ça un peu plate que c'est pas dans tous les domaines où l'homme et la femme sont autant impliqués qu'on met de l'avant les deux noms. C'est très rare, hein? C'est très souvent le nom de l'homme qui est le nom du domaine. On voit des cas où c'est des domaines telle famille et fils, alors que des fois, c'est même des filles qui sont... Il y a même pas de Véronique, fils. ils ont des filles, puis c'est écrit fils quand même. Ah oui. Ben oui, mais parce que c'est traditionnel, puis ça fait des générations que c'est comme ça. Ça commence à changer tout doucement, mais c'est un point rare que moi, ça me marque quand je le vois. Il y a un domaine en Loire que j'aime beaucoup, la Grange Tiphaine, et c'est Coralie et Damien de Le Chenot. Et il y a les noms des deux sur toutes les étiquettes. Et ça me choque que ça me saute aux yeux, que ça sorte du lot parce que c'est tellement rare. Donc, des petites choses comme ça, mais qui poursuivent cette espèce de domination masculine, en tout cas, qui n'a pas raison d'être. Là. Pourquoi est-ce que le nom si les femmes font le vin aussi, devrait être sur l'étiquette, là, au même titre que leur mari ou leur conjoint. Puis l'autre chose, c'est dont elle va parler, la conciliation travail-famille. Hein? Ben, ça, évidemment, c'est quelque chose qui touche les femmes dans tous les domaines. Mais là aussi, je pense que c'est une question de... Moi, j'essaie d'encourager beaucoup de femmes à se lancer dans le monde de la sommellerie, à se lancer dans le monde des concours, à travailler en restauration. Puis l'excuse la plus courante que j'ai, c'est « ben non, je peux pas, je veux fonder une famille ». Ben justement, Véronique, comment des femmes dans le monde du vin sont capables de faire la conciliation travail-famille? Qu'est-ce que tu leur dis? Tout est possible quand on a assez d'ingéniosité et d'organisation. D'organisation, puis de soutien avec nous. Il faut que tout le monde est impliqué dans l'histoire et la même volonté de réussir. Moi, je donne souvent le cas de mon mari, était pas du tout dans ce domaine-là. Lui, il avait une job de jour. Moi, je travaillais le soir. On a réglé nos problèmes de garderie. Il y a d'autres façons d'envisager la chose. Dans notre cas, Véronique,
j'ai convaincu ma mère de venir habiter avec nous sur le vignoble. Donc, pendant qu'on implantait le vignoble, nos enfants avaient 4, 5, 6 ans, là, ils étaient jeunes. Ben, c'était ma mère qui s'occupait d'eux quand ils revenaient de l'école, puis qui s'organisait pour que les collations soient données, que les devoirs soient faits. Donc, nous, Marc et moi, on avait la chance de poursuivre notre travail dans les vignes au besoin, parce que des fois, on ne peut pas toujours dire « il est 4 heures, on arrête ouais. ». Et donc... on a trouvé une solution, justement, qui était la famille élargie. C'est possible, il faut juste être créatif. Moi, j'ai fait tous mes concours avec des bébés, là, puis des petits-enfants entre les pattes, mais encore une fois, avec un soutien inestimable de mon conjoint, de mes parents aussi, de mes collègues puis de mes employeurs. Donc, c'est ça, faut s'organiser puis avoir un entourage qui nous soutient, mais tout est possible. Hey, j'ai une question pour toi, Véronique. Est-ce que tes enfants t'en veulent de les avoir traînés comme ça avec toi dans tes aventures? Est-ce qu'ils... Ouais. Ben, c'est drôle parce qu'on les a pas traînés comme nous. Ben, comme traînés, toi, mais je les ai impliqués. Les parents, mais tu peux être sûr que j'ai souffert du syndrome de la mère coupable, là, de pas être là pour mes enfants. Oui, mais attends, non, parce que je me consolais en me disant... J'ai pas à être coupable, je leur donne un exemple de détermination puis de motivation absolument extraordinaire. Moi, je me disais qu'il n'y en ait pas un des deux qui vienne me dire « J'aimerais ça faire ça, mais je peux pas ». Je leur ai donné un modèle complètement différent, justement. Tu veux faire quelque chose, même si ça semble inatteignable ou c'est pas, vas-y, fonce. Fais-le. Hein? T'es capable. Faut travailler fort, par contre, mais oui. Puis n'importe quoi est possible. Puis moi, j'ai une question vraiment rigolote. Ton deuxième, est-ce qu'il aime le vin? Pas partout! Je suis curieuse de vous entendre, mesdames, parlant de bulles et de femmes qui sont en arrière de produits québécois. Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont derrière les bouteilles de vin qu'on produit ici? Au Québec? Oui, au Québec. Ben oui, on peut penser à Geneviève Tisdel, qui est associée au vignoble Les Bacchantes, mais qui a son propre produit là, en roue libre. Il y a Anne-Marie Lemire du vignoble Léon Courville, France Clich du Mât des Patriotes. Il y a quand même beaucoup de Québécoises, de femmes québécoises qui sont impliquées dans le monde de la viticulture, du moins, là. C'est de la musique à mes oreilles. Et est-ce qu'il y a plusieurs femmes aussi, Véronique, dans la filière du vin au Québec? Ah, déjà, en sommellerie, en restauration, oui, énormément. En sommellerie, je pense qu'on a certaines on a des sommelières absolument extraordinaires, puis comme dit, qui ont une réputation internationale. On a parlé de Véronique Dalle, d'Élise Lambert, Michel Bouffard, Jessica Arnois. La liste est longue, donc ça, c'est super le fun. Il y a des super beaux modèles et qui ont œuvré, qui se sont toutes spécialisées qui ont tous passé par la restauration, mais se sont ensuite spécialisées dans des domaines différents. C'est aussi très vaste, les possibilités. C'est ça qui est le fun dans ce métier-là. Bon, puis il y a les chroniqueurs, hein. On n'a pas parlé des chroniqueurs, Karine Duplessis-Piché, Nathalie Richard, Nadia Fournier, dont j'ai parlé plus tôt. Puis à la SAQ, hein, des conseillères en vin. Moi, j'ai une femme extraordinaire qui me sert à ma SAQ ici à Gatineau, qui s'appelle Liliane Assaf. Il y a l'extraordinaire Catherine Périnet, que beaucoup de gens de la SAQ connaissent, qui est en tout cas, non, elles ont infiltré un peu tous les domaines du vin. Puis ça continue de plus en plus fort. Puis oui, je pense qu'au Québec, il y a vraiment des modèles forts. Donc, c'est très inspirant. Donc, est-ce qu'on peut dire, mesdames, qu'il y a maintenant plus de femmes qu'avant qui vivent d'une profession liée au monde du vin? Mais je pense qu'en général, il y a deux cas de figure. Il y a des cas où, justement, dans les vieilles familles européennes, il y en a toujours eu des femmes. Elles ont été moins mises de l'avant. Je pense qu'elles prennent plus leur place. Puis chez nous, définitivement, oui. Entre autres, justement, parce que on réalise que travailler dans le monde du vin, mais ça veut pas juste dire des horaires de restauration. Ça veut pas, tu sais, les possibilités sont nombreuses, que ce soit dans la formation, que ce soit dans l'écriture ou la communication ou l'importation, la distribution. Tu sais, les avenues sont nombreuses et plusieurs d'entre elles permettent peut-être une conciliation travail-famille plus facile. Mais oui, je pense définitivement. Moi, ma question, c'est est-ce qu'il y en a plus ou elles font juste plus prendre leur place? Tu sais, on en entend plus parler. Mais définitivement, ouais. Et Véronique, au restaurant, est-ce que ce sont plus des femmes qui commandent les bulles ou, encore une fois, le genre n'a aucun rapport?
Moi, je trouve ça difficile puis de tirer des conclusions comme ça. Puis Ouais, hein? franchement, ça m'énerve. Tu sais, puis pour en revenir encore une fois, je suis témoin des fois dans des concours de sommellerie ou même dans des restaurants, là, mais je me rappelle encore tout récemment, puis je parle d'un concours international, donc avec des sommeliers d'un haut niveau qui travaillent dans des grands établissements, puis où dans un service à la table pour les digestifs, il dit quelque chose genre un cognac ou un whisky pour ces messieurs puis des liqueurs pour ces dames. Moi, je suis comme la bouche m'est tombée. J'ai-tu le droit, moi, de boire du whisky? J'aime ça aussi, tu sais. J'aime pas juste les choses douces ou les choses rosées ou cette espèce Les de petits genre. cocktails sucrés. Ben, c'est ça. Fait que cette espèce de genrification-là de nos goûts, c'est complètement débile. Je pense qu'on est, comme Ève disait, ça dépend de l'individu. On est, ce qu'on préfère au niveau gustatif, whatever, ce qu'on préfère manger, ce qu'on préfère boire, c'est hyper individuel. Puis les goûts, ça se discute pas. Hein? Tous les goûts sont dans la nature, puis les goûts ne se discutent pas. Donc, on devrait arrêter aussi d'employer mais à culpa, hein, je le fais moi aussi parce qu'on m'a appris comme ça. On décrivait des vins comme étant masculins ou comme étant féminins. Puis ça, je connais autant de femmes qui aiment les vins corsés que de gars qui aiment les vins légers. T'sais. Donc, c'est pas vraiment pertinent de parler de ces choses-là, je trouve. Je pourrais rajouter que, en tout cas, personnellement, pour moi, boire du vin, le plaisir que j'ai à boire du vin, c'est pas tant de boire le vin que de savoir que j'ai un accord parfait avec ce que je suis en train de manger et ce que je bois. Parce que pour moi, le vin, c'est une façon d'amplifier mon plaisir à manger. Là. Je suis très épicurienne, mais c'est par l'estomac que Marc m'a gagné, là, c'est pas par le vin. Okay. Je suis de ton avis. Et donc, tu sais, parler de rouge corsé, de bulles, dans le fond, c'est pas pertinent. Qu'est-ce qui était pertinent? C'est de s'assurer que le vin qu'on produit, on sait avec quel genre de mets il va s'accorder et de proposer le bon accord au moment où c'est... Donc, il n'y a rien à voir avec le genre, c'est ça? Non, c'est ça. Ça a à voir avec le bedon. Oui, voilà, c'est un peu ça que j'essaie de dire. Notre entretien va bientôt se conclure. Quelques-uns prétendent que les femmes dégustent mieux, élaborent mieux, expriment mieux les attributs de vin. Vrai ou faux? Je me lance. Vas-y, Véronique. Ça rejoint ce que je viens de dire, encore une espèce de genrification. Là. Puis ça serait dû, tu sais, on dit que la femme déguste mieux parce que pendant des siècles, voire des millénaires, tu sais, c'était elle qui était responsable de nourrir la famille. Hein, puis il fallait qu'elle s'assure que ce qu'elle ramassait, ce qu'elle cueillait, c'était pas empoisonné. Tu sais. Ou parce que les femmes, traditionnellement, ont été dans la cuisine, tu sais, avec les épices, les aromates. Donc, on s'entend dessus que ça commence à devenir un peu lourd, ça, aujourd'hui. Là, je pense pas. Moi, je pense que c'est donné à tout le monde de devenir un bon dégustateur. D'abord, à la base, tu sais, on veut juste se faire plaisir. Je pense que tout le monde est capable de... Après ça, est-ce qu'on est meilleur dégustateur? Notre goût et notre odorat se développent comme un muscle. Donc, n'importe qui veut le travailler peut s'améliorer. Je sais pas si vous vous rappelez, à une époque, on avait, je sais plus, dans les années 90, il y avait toute une histoire sur les non-goûteurs et les goûteurs, les tests qu'on faisait sur la langue. Ah. Moi, je suis officiellement, selon ce test-là, une non-goûteuse. C'est n'importe qui est capable. Et moi, je crois beaucoup que le talent, ça représente très, très peu, puis que la grosse partie de l'équation, c'est le travail, exactement. C'est le travail. Oh mon Dieu, il y aurait tellement de choses à vous dire. On pourrait rester là pendant 3-4 heures. Je ne me tannerais pas de vous écouter. Il faut nous inviter à un autre balado, alors. Voilà, faut venir. L'année prochaine, le 8 mars 2025. Exactement. Mais là, c'est vrai, je vais vous laisser, mais sur une vraie dernière question. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux femmes qui souhaiteraient évoluer dans le monde du vin? Moi, je dirais que il ne faut pas s'arrêter au fait qu'on est une femme et voir ça comme un obstacle ou un handicap. Il faut juste voir ça comme une opportunité, puis en profiter, puis se lancer. On a des rêves, on a tous des rêves, puis c'est pas parce qu'on est une femme ou un homme qu'on a plus de chances ou moins de chances de les réaliser. Mais quand on est une femme, on a peut-être des opportunités que les hommes n'ont pas. Alors, profitons-en, puis allons de l'avant. Et Véronique? Ouais, renchéris là-dessus, là, foncez. Tout est possible si vous voulez le faire, foncez. Faut rester curieux, faut rester humble, faut savoir bien s'entourer, puis faut être prêt à travailler fort, mais tout est possible.
puis prêt à changer les choses aussi, avoir une perspective différente et oser faire des changements ou demander des changements ou argumenter en faveur de changements. Ouais, on profite tous de la richesse et de la diversité, hein, d'une communauté justement plus riche et plus diverse. Donc, Et moi qui n'évolue pas dans le monde du vin, je profite du vin que vous, mesdames, que vous nous suggérez. Fait que c'est aussi d'encourager ces femmes-là à vous encourager. Moi, c'est ce que je leur dirais pour conclure notre entretien. Je vous souhaite une très belle journée de la femme, mesdames. Merci vraiment d'avoir fait partie de cet épisode avec moi de Sous le bouchon. Je vous dis vraiment à bientôt. Merci beaucoup à toi. merci. Merci beaucoup Véronique Rivet et Ève Rainville pour votre présence avec nous aujourd'hui. Je vous invite à découvrir ou redécouvrir les produits du domaine Bergeville si ce n'est pas déjà fait. Véronique, on peut te lire dans la presse tous les samedis et on invite les gens à faire une visite chez Soif, ton bar à vin à Gatineau, où on nous propose des vins et des plats à partager, mais aussi des ateliers et événements. Le balado Sous le bouchon est une production de la SAQ en collaboration avec Magnéto. Idée originale, l'équipe des communications de la SAQ. Prise de son, montage, mixage et musique, Antonin Viss. Un merci spécial à Linda Bouchard pour le contenu de cet épisode. Abonnez-vous et parlez de Sous le bouchon autour de vous. Merci de nous avoir écoutés.